savez, les gens sont libres. Hein. Je peux aussi estimer qu'il faut mettre les élections sous la garantie d'un pays voisin, qu'on peut mettre les élections sous la garantie du Vatican. N'importe qui peut avoir ses idées. Je ne vais pas me permettre d'entrer en débat avec une réalité privée qu'est un parti politique. Bon, ça c'est son point de vue. Ce n'est pas certainement pas le nôtre. S'agissant des élections, nous sommes capables d'organiser des élections correctes. C'est pourquoi l'UNC, nous-mêmes et la société civile au niveau du Parlement, nous avons convenu de restructurer l'administration électorale. Nous l'avons fait. Un membre de l'UNC siège même dans la commission électorale nationale indépendante. C'est étonnant qu'il puisse, après avoir participé à cette restructuration, tirer à boulet rouge sur elle. C'est comme si l'UNC ne sait pas ce qu'elle veut. Donc ça veut dire quoi, les entendre parler comme ça? Et sans la MONUSCO, il n'y aurait pas... C'est ridicule. Nous sommes un pays, mais c'est ridicule. Nous avons eu de bonnes élections en 2006. La MONUSCO n'était pas là. Nous avons eu de bonnes élections en 1960, en avril. La MONUSCO n'était pas là. Il ne faut pas insulter notre peuple. Monsieur le ministre, on reste dans le cadre de la sécurité sur ces chapitres avec cette... déclaration de ces chefs de guerre de l'APLS janvier, il s'appellerait comme ça, qui dit haut et fort que lui, il n'arrêterait pas de combattre les FARDC tant que des pays voisins, en l'occurrence les Rwandais, continueraient d'agresser notre pays. Eh bien, il sera anéanti, tout simplement, parce que personne ne lui a donné mandat de décider de la défense nationale de ce pays. Si chacun décide selon ses sentiments qu'il prend les armes un matin, qu'il les dépose le soir, qu'il les reprend le lendemain parce que soi-disant il y a un ennemi, eh bien, je suis sûr que nous vivrions dans un chaos permanent. Aucun État ne survivrait à une telle situation. Janvier ou n'importe qui, si il n'est pas dans l'armée, n'a pas le droit de disposer des armes. Et nous avons vu à quel point ces milices ont torturé nos populations, violé des femmes dans la partie de l'Ukweti qu'ils occupent. Il est hors de question que nous laissions faire cela. Il sera anéanti s'il ne veut pas écouter la voix de la raison, qui est celle de déposer les armes et de laisser les forces de sécurité seules s'occuper de la défense de la nation. C'est ça l'état de droit et c'est ça le préalable pour que notre pays retrouve la paix. On reste dans le coin. Qu'en est-il de ces naufrages des plus ou moins 250 000 Congolais réfugiés en Ouganda? 250, vous voulez dire, pas 250. Des 250, autant pour moi, qui ont tenté de regagner notre pays et qui ont péri dans les lacs Albert, diverses réactions, négligence dans les chefs du gouvernement. Le gouvernement n'aurait pas anticipé. Quel gouvernement, excusez-moi? Oui. C'est des gens qui viennent d'Ouganda sur des bâtiments ougandais. Et alors, quel gouvernement aurait été négligent? De la République, parce qu'ils sont congolais. Oui, dit-on. Ah bon? Des réactions, on entend. Démocratique du Congo? Oui. Vous allez à New York, un camion vous ramasse dans la rue, parce que vous êtes congolais, c'est le gouvernement congolais qui est responsable. C'est ridicule. De quoi est-ce qu'on parle? Ces gens étaient en Ouganda, monsieur. C'est-à-dire, c'est l'Ouganda qui était responsable de leur sécurité. Ces gens ont décidé de revenir sans passer par un mécanisme dans lequel se trouve le gouvernement congolais. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité aussi dans leur chef. Cette négligence-là, de dire il existe un mécanisme. Ouganda, RDC, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, parce que vous ne passez pas d'un pays à un autre sans l'aval ou l'information des gouvernements concernés. Ça n'existait pas, nous sommes au XXIe siècle. On n'est pas en pleine jungle. Et donc, il y a cette négligence-là. Troisièmement, il y a des bateaux ougandais, avec des armateurs ougandais. Il y a un ministère des Transports en Ouganda. À ma connaissance, le Congo ne contrôle pas encore la fiabilité des bâtiments de navigation ougandais. Et quelqu'un se permettrait de dire que c'est la faute au gouvernement congolais? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Même si on n'aime pas le gouvernement, il faut un peu de logique, il faut un peu d'honnêteté quand on analyse les événements. Dites-moi en quoi le gouvernement congolais serait fautif dans cette histoire. Le gouvernement congolais s'est contenté, après avoir constaté
que ses compatriotes étaient victimes, d'aller à leur secours, d'aller ramasser les survivants, d'enterrer les morts et de poser la question à l'Ouganda, comment est-il possible que ceci soit arrivé alors que ces gens étaient sous votre responsabilité? Et nous continuons à parler avec les Ougandais et le HCR. Et tout le monde désigne aussi la responsabilité de ceux qui, parmi ces réfugiés, se sont permis de prendre l'initiative d'agir en dehors des mécanismes qui impliquent l'Ouganda, le Congo et le HCR, et lesquels mécanismes pouvaient permettre au Congo d'être au courant et de prendre les mesures nécessaires. Comment le Congo peut-il être responsable de ce qu'il ignorait? À qui la faute alors? Je vous ai dit qu'ils étaient en Ouganda. Je vous ai dit que c'est le HCR qui fait le lien entre les deux pays, le pays d'origine et le pays d'accueil des réfugiés. Alors, tirez les conclusions vous-même, vous êtes un intellectuel. Ils sont eux-mêmes responsables des Mais je vous ai dit que ces gens étaient en Ouganda. Oui. Quand les gens sont quelque part, monsieur, qui est responsable d'eux? C'est le pays où ils se trouvent. Je vous ai dit que le HCR est chargé du lien entre le pays d'accueil et le pays d'origine. Alors, si c'est le HCR qui fait le lien et que ces gens venaient entre l'Ouganda et le Congo et qu'il leur est arrivé malheur, trouvez vous-même la réponse. Pourquoi voulez-vous qu'on vous nomme des choses qui sont évidentes? Et puis eux-mêmes aussi. On vous dit qu'il y a un mécanisme. Ils sont passés à côté du mécanisme. Donc les responsabilités sont partagées. Alors, entre l'Ouganda, nos concitoyens, et peut-être le HCR. Mais le Congo, vous croyez que le Congo va aller en Ouganda imposer la loi? Vous croyez que le Congo va aller en Ouganda parce que les Congolais sont là-bas et s'imposer, dire donnez-leur ces bateaux, pas tel autre, parce que nous respectons les bateaux ougandais aussi maintenant? Écoutez, il y a des limites, on peut vouloir critiquer un gouvernement, mais il y a une logique, il ne faut pas prendre les auditeurs ou les téléspectateurs pour des idiots. Alors les mal est fait, monsieur le ministre, que faites-vous? Nous avons fait ce qu'il faut faire. Nous avons assisté nos compatriotes, nous avons participé au sauvetage de la petite cinquantaine qui a été sauvée, nous avons enterré les morts, et nous continuons à rechercher les quelques 19 ou 20 qui manquent encore à l'appel dans un lac déchaîné par la mauvaise météo. C'est ce que nous faisons. Nous discutons avec les Ougandais pour que ceci ne se reproduise pas, parce qu'il y a encore 500 compatriotes dans ce camp de Tiangoual et d'où ils sont venus. Nous discutons avec le HCR parce qu'il faut mettre en place cette tripartite et la faire profiter à tous ceux qui voudraient encore revenir. Voilà ce que le gouvernement congolais fait et voilà ce qu'il aurait dû faire. Et pas plus, jusque comme les gens demandent un deuil national, je sais pas, autant des jours. Monsieur, le deuil national s'est terminé samedi. Vous êtes vraiment en retard. Non, non, non. Nous l'avons commencé jeudi et nous l'avons terminé samedi. Oui, on dit que c'est insuffisant sur plusieurs jours, vu le nombre de gens. Je ne peux pas répondre à une telle ineptie. Passons à d'autres questions. Bon, alors, monsieur le ministre, on va rester dans la contrée de ces côtés-là, avec ces coups de gueule, on va dire, de la première dame, maman Olive Lembe et Kabila, en tant que mère, disait-elle, s'est dit avoir mal au cœur, de constater que elle parlait à Goma, elle réconfortait la famille de feu le général Mamadou, les gens qui mettent cet assassinat sur la tête de son mari, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui en serait l'auteur. Elle dit, elle fustige tous les mensonges, toutes les rumeurs, les suspicions. Elle s'est adressée, disait-elle, directement à ces politiciens, disait-elle, qui ont pour objectif d'arriver vite à la présidence en distillant les discours des haines, des divisions. Vous réagissez comment, monsieur le ministre? Je voudrais confirmer d'abord les propos de la première dame. Je voudrais exprimer mon sentiment qui est celui de partager cette réprobation d'une manière de faire la politique qui, en fait, fait régresser notre peuple. Moi-même, me trouvant à Goma la semaine dernière, j'ai eu au cours d'une réunion, une rencontre avec la coordination de la société civile et les étudiants de l'Université libre des Pays des Grands Lacs, une question d'une jeune fille qui me disait « Oui, mais vous nous demandez d'aller à l'armée, mais ce qui se passe dans l'armée nous décourage. Par exemple, comment on a tué le colonel Mamadou Moustapha Ndala, alors que vous, en même temps, vous nous encouragez. Est-ce que ce qui s'est passé avec Mamadou Ndala peut nous encourager à aller dans l'armée ?» Et je leur ai répondu ce que la première dame a dit
dans son propos de Goma. Et j'ai ajouté, m'adressant à cette jeunesse, que la légende selon laquelle on pouvait avoir une guerre dans un pays, avec une armée qui se lève, avec de jeunes soldats, de jeunes officiers, comme Mamadou Ndala, et que tout cela pourrait nous amener à une victoire contre un ennemi avec zéro perte, c'est une pure illusion. Il est impossible de mener une guerre, quel que soit le niveau technologique d'une armée, quel que soit le niveau de connaissance de l'art militaire, avec zéro perte. Même les Américains en Irak ont perdu des gens, c'est la première armée du monde. Les Américains en Afghanistan ont perdu des gens, c'est la meilleure armée du monde. Alors, qu'est-ce qui fait croire aux gens que nos jeunes éléments, officiers, soldats, etc., puisque Mamadou n'est pas seul, il n'est pas mort seul, notre ami Mamadou, beaucoup sont morts, qu'on peut vraiment mener une guerre sans s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, l'un d'entre ceux que nous mettons au front puisse disparaître. Et pourquoi un sacrifice aussi beau, c'est le sacrifice le plus élevé qu'un homme puisse faire à sa nation, doit être sali par des gens qui, en réalité, veulent détruire la cohésion nationale. Pourquoi des jeunes gens qui donnent leur sang pour que leur pays vive, leur sacrifice doit être manipulé par des politiciens sans foi ni loi, qui ne voient que leurs petits intérêts, alors que les sacrifices d'un homme comme Mamadou devraient souder le ciment de la cohésion dans notre pays, devraient créer un exemple chez nos jeunes pour dire, comme Mamadou l'a fait, c'est exactement comme Lumumba l'a fait, comme Moulélé l'a fait, comme Mouzé l'a fait, nous aussi nous devons le faire. Et qu'il n'y a pas de métier d'armes sans risque de mourir. Et je leur ai donné l'exemple de politiciens que je viens de citer, Lumumba, Mouzé ou Pierre Moulélé, qui ont sacrifié leur vie. Je leur ai dit, mais messieurs, nous sommes à 0 kilomètre de la frontière où se trouvent nos vrais ennemis. Des gens comme nous qui passons notre temps à dénoncer ce qu'ils ont fait contre nous. Vous croyez que nous sommes à l'abri d'un mauvais sort? On peut nous tuer. Ce n'est pas parce qu'on m'aura tué que le métier de dispenser la bonne nouvelle auprès de nos compatriotes devient un métier mauvais pour les jeunes, que ce serait un contre-exemple. Donc les politiciens qui veulent salir ce bel exemple de patriotisme qu'est le sacrifice suprême doivent vraiment être mis à leur place. Honte sur eux, parce que quelque chose de plus beau dans la vie des peuples qui leur permet de faire en sorte que nous puissions nous méfier de nos propres dirigeants, alors que c'est ceux-là qui mènent au front ce combat.